Bonjour à tous et puis bienvenue. Aujourd'hui, on va reprendre le format interview. Voilà, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir quelqu'un que j'ai rencontré récemment et j'aime bien en fait sa dynamique, sa façon de faire et surtout, vous allez voir sa réalisation de vie. Alors aujourd'hui, on accueille Guillaume Andreu. Salut Guillaume. Salut Olivier, merci pour ton invitation et ravi d'être avec toi et avec ta communauté, tes auditeurs. Ouais, oui, cette communauté. Aujourd'hui, on va parler. Eh bien, toi, tu es formateur, coach en réalisation de soi, pardon. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu es un trouveur de voie. Tu es un programmeur de vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ça, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à changer leur réalité, à se créer la réalité à laquelle ils aspirent. Donc parfois, on est un peu dans des rêves et dans des choses comme ça, on aimerait que notre vie soit différente et puis on ne sait pas trop comment s'y prendre pour que ça change. Alors pendant longtemps, je me suis intéressé justement à la façon dont on peut aider les gens à changer, à transformer à l'intérieur d'eux leur façon d'être au monde et de réaliser ce qui est important pour eux, de se réaliser dans leur vie. Et pour ça, ça passe aussi par la transformation de soi, par le fait de transcender les aspects limitants de sa personnalité, mais aussi de trouver une voie de réalisation, qu'elle soit personnelle et professionnelle. Moi, j'aime bien le côté voie de réalisation professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie professionnelle peut être un chemin d'initiatique et de réalisation de soi psycho-spirituel. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que l'idée de faire du business, mais l'idée aussi d'avoir cette possibilité oui, d'avoir une forme de réalisation, d'accomplissement personnel. Tu sais que dans la pyramide de Maslow, c'est le niveau le plus élevé, la réalisation de soi. Et donc, l'idée, c'est comment une personne peut arriver à ce niveau de satisfaction de sa vie d'une façon générale. Donc, je me suis intéressé à des techniques qui permettent d'aider, d'accompagner les gens dans ces changements, comme la PNL, donc programmation neurolinguistique. Comme tu parlais de programmation, c'est l'idée d'aller changer la façon dont fonctionne notre système nerveux. Je me suis intéressé aussi, bien sûr, à l'hypnose, enfin aux techniques de changement rapide, à l'EFT, au focusing, à la méthode Tipeee, à la pleine conscience, à l'analyse transactionnelle, à l'énéagramme pour mieux comprendre les dynamiques de personnalité, comment elles se construisent et comment on peut les faire évoluer. Voilà, donc je me suis intéressé à tout ça de façon à pouvoir accompagner les gens d'une façon assez holistique, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire assez global, euh, dans une idée de sagesse personnelle et professionnelle. Ok, merci, belle présentation. Et puis, on s'est rencontrés dans une rencontre d'entrepreneurs il y a pas longtemps et j'ai bien aimé ton énergie. Justement, c'est cette capacité que tu as d'expliquer cette transformation. Et, moi, ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est plus toi dans cette réalité, cette transformation des réalités. Comment tu places les émotions et comment ça vient dans ton travail, hein, toi? Alors, c'est très intéressant parce que il y a plein d'aspects sur l'aspect des émotions. Bon, déjà, pour moi, les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, hein. C'est immovere, c'est le côté, ça m'anime, ça me met en mouvement. Donc, l'idée, c'est pourquoi ça m'anime ou en quoi ça m'anime. Et souvent, les gens vont avoir un jugement de valeur, positif, négatif, ou en tout cas vont juger leurs émotions en fonction des émotions qui sont plutôt de l'ordre de l'agréabilité, c'est-à-dire c'est agréable, c'est sympa, voilà, la paix, la reconnaissance, le plaisir. Alors après, là, je parle de choses qui sont parfois un petit peu même des sentiments, pas forcément que émotions, parce que Mhm. l'émotion, a priori, c'est plutôt quelque chose de très physiologique et de très rapide. Donc, il y a peu d'émotions en fait à la base, mais c'est un peu comme pour les couleurs, il y a quelques couleurs de base, et puis ensuite, en les mélangeant, etc., on obtient, et puis avec le mental, en se racontant des histoires sur ces émotions, on obtient des sentiments, sentimentales, c'est-à-dire des ressentis qu'on mentalise. Donc, Ah, l'idée des émotions, c'est pour moi, c'est elles sont présentes, elles sont utiles, elles nous aident à nous guider, à savoir où on en est, mais je vais revenir un petit peu là-dessus, bien sûr, derrière, sont comme des indicateurs, des boussoles internes qui nous permettent de réagir, d'agir et de réagir face au monde. Et après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on les subit? Et est-ce qu'on vit toutes ces émotions qui parfois nous assaillent et qui sont de l'ordre de choses désagréables à vivre? Ou est-ce qu'au contraire, on prend ces messages intelligents, on les considère comme des messagers intelligents qui vont nous permettre de faire des choix différents? Et donc, c'est plutôt là-dedans que moi, je me situe au niveau on va dire, du traitement ou de la gestion des émotions. d'accord.
Ouais, j'aime bien ton image de couleurs parce que oui, les couleurs, elles passent aussi avec le temps, elles évoluent, on peut les mélanger et ça c'est vrai, c'est vraiment chouette. Toi, dans ta transformation, dans la transformation, comment, bah oui, tu transformes ces émotions ou ces sentiments, comment toi tu vas aller attraper ça et dans quel sens, comment tu le changes? Alors, il y a plusieurs facteurs. Si une personne est aux prises avec un sentiment, une émotion forte, je peux parfois la traiter par l'idée de la laisser être, la laisser exister. Déjà, première chose, c'est toujours accueillir. Accueillir. Il y a ça. Pas forcément être dans le déni, pas forcément essayer de masquer, pas forcément la juger, ah, j'ai pas envie de vivre ce truc, mais dire, voilà, il y a ça. Il y a une tristesse, il y a une colère, il y a une sensation qui me traverse. Une émotion, c'est une sensation qui nous traverse. Donc, l'idée, c'est que ça nous donne envie de réagir ou d'interpréter les choses. Ça peut changer notre perception, notre interprétation des événements. Donc, l'idée, c'est de pas trop se laisser non plus envahir et agiter le mental avec ces émotions, qui souvent, le mental pense l'émotion. Quand je dis il la pense, c'est dans les deux sens du terme. Il essaye de l'atténuer si elle est douloureuse, comme un pansement, mais Mhm. parfois, il la pense pas très bien. Mais l'idée, c'est déjà d'être dans un accueil et dans une observation. Donc, soit je vais avoir l'idée de laisser cette émotion et de la laisser se traiter, se manifester et de faire avec ce qu'elle génère dans le corps, dans les sensations corporelles, dans du coup les sentiments que ça génère, dans l'état d'esprit dans lequel ça met, et de se mettre en observation des pensées, en observation de tout ça. Donc ça peut être une façon de traiter qui est plus dans l'ordre d'accueillir, d'être dans le ressenti. Je vais utiliser parfois des méthodes aussi hypnotiques en transformant cette émotion en une symbolique visuelle, en une métaphore, par exemple, etc., etc. Et puis, il peut y avoir aussi mettre de la conscience sur ces émotions. C'est-à-dire, il y a la partie je libère, aussi avec le FT, hein. C'est-à-dire, même si je ressens cette émotion, voilà, je la ressens, je l'accueille, puis ensuite, même si je la ressens, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et puis après, je peux aller vers une transformation. Ou alors, je vais plutôt être dans l'idée de mettre de la conscience sur l'émotion. Parce qu'on sait que le système limbique, qui est donc, on va dire, le responsable du limbique reptilien qui est responsable du système émotionnel, va souvent agir et réagir en fonction de références internes qui sont souvent très inconscientes, qui sont liées avec notre passé, notre vécu, etc. Et du coup, on a tendance à réagir et parfois surréagir à des émotions, mais on ne réagit pas forcément à ce qui vient de se jouer là ou à la vraie circonstance, mais à des circonstances que ça nous rappelle, donc à des circonstances plus anciennes, qui remontent à la surface, des peurs, des choses qu'on a vécues, qui ont été. Et donc, l'idée, c'est de connecter un peu le préfrontal là-dessus pour qu'il y ait une atténuation, c'est-à-dire qu'il y ait une mise en réflexion de l'émotion pour dire, attends, elle arrive souvent, cette émotion. Donc, tu peux apprendre à t'en débarrasser et à t'en libérer. Et en même temps, si elle arrive souvent, c'est qu'elle t'indique quelque chose. Donc là, c'est un messager intelligent. Et une émotion, si tu veux, c'est pour moi le lien entre quelque chose d'important pour soi, c'est-à-dire un système de croyance, un système de valeurs, quelque chose qu'on croit devoir être une règle de vie, un principe, etc. Et une circonstance qui vient bousculer ce système de croyance, de valeurs, et dont les conditions, c'est-à-dire les conditions ne sont pas respectées pour que ce besoin ou cette croyance soit satisfaite. Ce qui fait que l'émotion va venir donner une indication que c'est pas satisfait. Par exemple, je devrais normalement me sentir aimé par cette personne. Elle devrait ressentir de l'amour pour moi, ce qu'elle me dit, parce que c'est de ma famille, par exemple. Donc, du coup, cette personne, si elle m'aime, équivalence concrète de la croyance, enfin de l'émotion, équivalence concrète, si elle m'aime, elle est censée concrètement me le montrer par plusieurs types de conditions, plusieurs types de critères. M'offrir des fleurs, me dire qu'elle m'aime, me faire des câlins, peu importe son langage de l'amour, par exemple. Ouais. Et ben, si à ce moment-là, la personne a plutôt tendance à ne pas le faire, ça va donner une indication que j'ai une valeur ou un besoin d'amour ou quelque chose qui est important pour moi à l'égard de cette personne qui n'est pas respectée. Alors, deux choses. Soit, par exemple, ça peut provoquer une tristesse parce que je vais me dire, tiens, là, je suis en perte de sensation d'amour, je suis en perte de lien avec cette personne dans sa façon de réagir, elle me fait sentir que je perds du lien, par exemple, je sais pas, je me sens abandonné par elle,
elle m'a pas donné les actes d'amour que j'attends. Donc, pouf, je vais ressentir un manque, une tristesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, tu as besoin, en gros, d'aller chercher le besoin qui est sous-jacent, la valeur qui est importante, et de la prendre en considération. Puisque l'autre personne ne la prend pas en considération, ça génère une émotion chez moi. Imaginons que l'autre fasse quelque chose, par contre, qui ne soit avec laquelle ça va à l'encontre d'une règle de la personne, laquelle elle ne soit pas d'accord, ça peut la mettre en colère. Mais c'est toujours le même principe. La colère, c'est d'une certaine façon exiger, aller en puissance, mettre de la puissance, vouloir mettre du contrôle sur une situation. C'est ça. Cette personne ne m'aime pas, elle ne m'a pas apporté des fleurs, elle ne m'a pas fait de câlin, elle ne m'a pas fait. Je ressens que je suis en manque, mais plutôt que de me sentir impuissant et d'être triste, je me monte en puissance et par la colère, je vais exprimer que c'est pas comme ça, tu devrais pas faire comme ça, normalement tu devrais me dire ces choses-là, c'est toujours pareil, etc. Et je vais avoir un comportement. Donc voilà, je sais pas si c'est assez clair, mais l'idée c'est soit de la laisser cette émotion se transformer, aller à son terme à l'intérieur du corps et Ouais. l'observer dans certains cas. Et dans d'autres cas, ça se répète tout le temps. Tu as tendance à avoir ce type de réaction émotionnelle. Donc, l'idée, c'est d'aller comprendre quel message important tu ne prends pas encore suffisamment en considération pour que cette émotion se transforme en autre chose. Elle n'ait plus besoin de t'indiquer comme un voyant lumineux de voiture. Et là, attention, il y a un truc qui cloche. Ouais, ouais, ok. Donc, j'ai bien compris. Un, de accueillir, on accueille cette émotion, on voit, si deux, on l'observe, on observe ce qui se passe. J'aime bien ton troisième point, mettre cette conscience, parce que oui, l'émotion est un message, comme tu dis, et quand c'est l'autre, il vient nous renvoyer quelque chose. Donc, mettre de la conscience là-dessus, voir ce que ça nous amène à faire ou à réfléchir ou à réagir plutôt. Donc, ça, c'est important de ce message. Et puis, bah, le dernier point, c'est cette transformation, changer ça. Alors, oui, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien effectivement faire la différence sur l'émotion et sur le sentiment, parce que l'émotion, pour moi, elle est plus à ressentir, à vivre, elle passe dans le corps, alors que le sentiment, il y a plus un travail, je veux dire, mental ou de ce préfrontal à aller chercher. Et bien justement, toi, dans ces transformations, comment, tiens, toi, quelle est la transformation, la dernière transformation, une grosse transformation que tu as faite justement? Alors, bah, par exemple, ce matin, j'étais en accompagnement avec une personne qui a des perceptions extrasensorielles, donc qui Ouais, et, voilà, des dons de médium, etc. Et qui se sent parfois angoissée par le fait que ses talents, ses dons, ses perceptions sont des choses qui s'imposent à elle. C'est-à-dire qu'elle peut avoir, par exemple, des contacts. Alors, je te dis ça, ça peut paraître comment on pourrait dire, pour ceux qui n'y croient pas ou qui n'ont pas ce système de croyance, ça peut paraître très ésotérique ce ouais, que je raconte là. Mais en tout cas, elle, dans son monde, dans sa réalité. Et moi, je prends toujours en considération la réalité des gens. Euh, Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est comment on la construit, cette réalité. Et il y a des gens qui peuvent être sensibles à des choses, ou en tout cas croire à des choses auxquelles les autres ne croient pas. Si elles y croient, elles vont avoir peut-être des perceptions que d'autres n'ont pas. Donc, elle a ces perceptions depuis l'enfance. Et donc, elle dit, bah voilà, des fois, j'ai des défunts qui viennent me parler et qui me demandent de les aider. Mais sauf que c'est pas du tout le bon moment. Des fois, c'est trop souvent. Des fois, c'est la nuit. Des fois, c'est machin. Et du coup, elle est partagée en elle entre le fait d'avoir envie d'aider parce qu'elle a un don, et donc elle se dit, ben, c'est important que je le mette au service de l'humain ou au service des êtres, on va dire, même s'ils sont pas, même s'ils sont pas physiques. Donc c'est important que j'utilise ce don, que je le mette au service. Ou alors, il y a une autre partie d'elle qui parfois se dit, ouais, mais là, qui boude un peu tout ça et qui dit, non, mais occupe-toi de toi, en fait. Occupe-toi de toi, gère ton bien-être, voilà, et arrête d'être tout le temps en train d'aider des gens, etc., etc. Donc, tu vois, il y a en fait sa problématique, son émotion, c'est une ambivalence émotionnelle. Il y a la partie qui a envie d'aider le collectif, qui est en colère contre la partie qui a envie de façon un peu individualiste de dire c'est bon, laissez-moi tranquille, en disant bah, tu as un don, il faut que tu l'utilises, alors que l'autre, c'est bah, tu n'as pas besoin d'aider la planète entière, déjà commence par être bien toi, à garder ton énergie, etc. Donc tu vois, parfois à l'intérieur de nous, il y a des conflits.
Et c'est ça qui génère souvent des émotions. C'est qu'il y a un conflit interne ou un conflit externe. Et donc, souvent, le conflit interne va donner lieu à un conflit externe. Donc, du coup, là, il y a une partie qui était plutôt en mode émotion, genre euh, ras-le-bol, je me plains, je suis victime, j'en ai marre qu'on soit toujours sollicité pour faire des trucs. Et puis l'autre partie d'elle, en mode ah, mais c'est pas possible, on peut pas être là à rien faire, à s'occuper que de nous, on a un talent, il faut qu'on y aille. Donc, tu vois, c'est un peu schizophrénique, hein, cette histoire. Mais à l'intérieur de nous, je pense que les gens qui nous écoutent vont reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a souvent ce type de conflit interne. Et donc, ces conflits, il y a deux intentions positives qui ne cherchent pas la même façon de satisfaire les mêmes besoins, les mêmes valeurs. Donc, il y en a une qui va dire, bah, tu veux de l'harmonie? Bah, reste tranquille chez toi. Tu veux être en paix? Bah, reste tranquille chez toi, occupe-toi de toi, juste fais ta petite vie pour toi et tu vas être bien. Puis l'autre, elle dit, tu veux être en harmonie? Tu veux être en paix? Ben, va t'occuper des autres, soulage les autres, fais du bien aux autres, parce que comme ça, tu vas satisfaire ta croyance spirituelle que c'est important, si tu as un talent, un don, etc., de le mettre au service des gens, etc. Donc, en gros, il y a parfois un même désir profond, mais qui peut trouver deux façons de se satisfaire. Donc, elle était dans une ambivalence émotionnelle ce matin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec elle? J'ai aidé déjà à mettre en conscience. C'est parti parce qu'au début, c'était très flou. Elle Ouais. me disait des arguments c'est paradoxalement, qui s'opposaient. Elle commençait la conversation en disant, oui, j'en ai marre, machin. Puis quand je lui disais, OK, si t'en as marre, pourquoi t'arrêtes pas? Oui, mais parce qu'en fait, c'est important de nanana. Et je lui disais, et donc je lui montrais qu'elle, soit c'était une part qui prenait la parole, soit c'était une autre part qui prenait la parole, mais jamais elle s'écoute. Parce qu'elle se juge négative l'une et l'autre. Donc, la transformation, là, c'est une négociation de parties, c'est une union, c'est une réconciliation. C'est-à-dire, en fait, toutes les deux, on peut à la fois être dans son individualisme et à la fois être dans son altruisme, on pourrait dire ça comme ça. Et l'idée, c'est pas que l'un ou l'autre gouverne ou que l'un ou l'autre prenne le dessus, mais les deux peuvent trouver ensemble la façon dont ça peut se gérer. Et en fait, je l'ai aidé donc à faire un travail où là, je l'ai mis un peu en état de conscience modifié. Et comme elle a des croyances spirituelles, je lui ai proposé de remettre cette négociation à plus grand qu'elle. C'est-à-dire de dire, des solutions vont être trouvées par ton système inconscient, ton système supraconscient, euh, voilà, ta conscience supérieure, ce en quoi tu crois au-delà de toi, a l'intelligence suffisante pour pouvoir t'aider à trouver un moyen, même si ta conscience interne, voilà, même si ton mental n'arrive pas à décortiquer tout ça. Et en fait, donc je l'ai mise en hypnose. D'accord. Et petit à petit, hop, il y a eu une réconciliation qui s'est faite. Et là, il y a eu larmes, enfin, voilà, en me disant, mais Guillaume, mais merci, mais là, je ressens de la joie, je ressens de la gratitude, je ressens de l'amour, je suis rentré à la maison, je me rends compte que ça fait des années que j'étais complètement parti, enfin, tu vois, c'est d'un coup Ouais. une prise de conscience, mais vraiment très, très forte, très puissante, pas que dans la tête, mais dans le corps, dans le cœur, tu vois, de, ça y est, je sens que j'ai capté, tu m'as fait gagner en sagesse, mais voilà, c'est juste, moi, c'est pas moi qui lui, dans les transformations qu'on fait, c'est pas nous qui faisons la transformation. Ouais, c'est. On aide la personne à la provoquer à l'intérieur d'elle Ouais, et à faire que les choses voilà, les états d'âme, les choses se réconcilient, fonctionnent ensemble pour éviter les divisions intérieures qui génèrent souvent des émotions. Si ce n'est pas des divisions intérieures qui nous mettent dans nos états sentimentaux ou émotionnels difficiles, c'est nos divisions avec le monde extérieur parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses et que ce n'est pas comme on voudrait, hein, la plupart du Ouais. temps. Ouais, non, ouais, je suis bien d'accord. C'est aussi pour ça que moi, je me définis pas comme un coach, mais plutôt comme un accompagnant. On guide, on accompagne les gens sur cette transformation, mais finalement, c'est eux qui le font. Et j'en discutais encore avec une cliente il y a pas très longtemps. Ouais, j'aimerais revenir enfin, euh, sur l'égoïsme, sur ce côté égoïsme qui chez nous est très mal vu. Alors que souvent on confond deux choses. C'est l'égoïsme, c'est pas prendre soin de soi pour moi, c'est une pensée qu'aux autres en fait. C'est une pensée qu'à soi, pardon. C'est une pensée qu'à soi, c'est jamais penser aux Ah, autres. mais c'est Mais intéressant. C'est intéressant parce que ça peut être égoïste de penser qu'aux autres.
Ouais, ça peut être égoïste aussi de penser qu'aux autres. Tu vois, le lapsus, il est toujours révélateur. Mais c'est ça, en fait, c'est pas prendre soin de soi, ouais, prendre soin de soi, c'est hyper important. Et pour aider les autres, quand on veut aider les autres, il faut savoir prendre soin de soi. Et comme tu le disais, cette réalité, elle est différente pour chacun prendre en compte cette réalité. Je me souviens que lors de la journée qu'on a passée ensemble, il y a une discussion justement sur ces notions qu'on a tous de réalité, de spirituel, un peu de ce côté, ce qu'il y a au-dessus de nous. Et quand la personne, elle est dans ses croyances, c'est vrai que c'est important de le prendre en compte parce que c'est sa vision du monde et on a chacun notre vision du monde, on a chacun nos croyances. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Merci en tout cas pour ce partage. Il y a un truc, là, j'aimerais rebondir sur ces conflits intérieurs, extérieurs. Bien sûr que on est toujours dans cette dualité, dans ce conflit. Et pour moi, souvent, la souffrance, et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue, elle vient de la non-décision. Souvent, on est pris entre deux chaises et c'est parce qu'on ne décide pas et que souvent la décision, elle est salvatrice, elle permet justement cette transformation, ce changement et de changer son état émotionnel. Alors, c'est une question? Est-ce Ouais, que, enfin, je veux alors, savoir ce que toi tu en penses, comment tu vois les alors, est-ce que choses. tu peux me formuler ça sous forme de... Est-ce que tu peux me mettre ça sous forme de question? Parce que j'ai suivi ton truc, j'ai eu des pensées et du coup, c'était pas... D'accord. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, ces conflits, ces conflits internes, externes, eh bien, ils viennent pas de leur fait, en fait, d'une non-décision. On ne prend Ah, pas cette décision qui pourrait nous faire avancer. oui, parce que, en fait, si tu veux, choisir, c'est des fois renoncer. Ouais. Et c'est même pas des fois, c'est souvent. C'est choisir quelque chose, ça veut dire je renonce à d'autres choses. Mais parfois, le choix, choisir, ça veut dire aussi être en conscience. Alors, soit c'est intuitif, hein, instinctif, et les gens, ils choisissent quelque chose, pouf. Mais des fois, tu as des arguments, des raisons qui s'opposent, qui sont difficiles à concilier dans la tête de la personne. Si je fais ça, si je prends cette décision, par exemple, prenons quelqu'un qui a un choix professionnel à faire. Je veux être à la fois un parent euh, aimant, présent, qui peut être avec ses enfants, qui peut faire, voilà, qui peut être disponible, etc. Et à la fois, j'ai une partie de moi qui a envie d'être un leader inspirant, charismatique, qui monte une entreprise et qui fait des millions. Bon, bah, c'est deux super beaux, c'est deux super belles, tu vois, envies. Mais du coup, euh, comment je fais pour organiser mon temps? Quand le boulot me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et que du coup, je peux plus en donner à mes enfants, par exemple. Alors, bah, du coup, je vais peut-être me dire, bon, bah, comme je vais gagner de l'argent, je leur filerai de l'argent. Et puis, comme ça, je leur dirai, bah oui, mais vous savez, je travaille, donc je vous donne de l'argent, offrez-vous ce que vous voulez. Et c'est ma façon d'être présent pour vous. Ben, bon, peut-être des fois, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que derrière, en fait, c'est jamais forcément simple parce qu'il peut y avoir plusieurs besoins, plusieurs systèmes de valeurs, plusieurs systèmes de croyances qui sont pas forcément, qui paraissent opposés, qui paraissent pas en adéquation. Et du coup, ça crée de la résistance, ça crée, voilà. Cette résistance souvent amène à une forme de souffrance, comme tu dis. Donc, effectivement, l'idée parfois de trancher et de dire je choisis quelque chose. Mais choisir quelque chose, tu as besoin de sentir que le choix que tu as fait, il est juste. Donc, juste, ça veut dire revenir à cette idée de jugement interne entre ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que c'est mieux que je mette de l'énergie là? Est-ce que c'est mieux que je mette de l'énergie là? Tu vois, dans le cas Mhm. de la personne, là, si je mets Ouais. plus d'énergie dans ma famille, j'en mets moins dans mon développement de mon business, en fin de compte, est-ce que c'est juste dans ma vie, ça? Parce que si demain je ne deviens pas le leader inspirant ou le chef d'entreprise qui a réussi, est-ce que j'aurai le sentiment de m'être réalisé? Si j'ai juste été à la maison pour faire la popote à mes enfants, par exemple, tac, 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 tu vois, il peut y avoir à l'intérieur des ambivalences, voilà. Donc oui, je pense que le fait de choisir, c'est pas simple. Et du coup, ça demande souvent soit de faire un choix avec le côté intuitif, c'est-à-dire de l'information inconsciente dont on n'est pas forcément conscient, mais qui sait. Donc ça peut se traiter par des gestes, par exemple, tu sais, des tests musculaires, tu vois, les histoires de balancement, le pendule, un tirage de cartes, quelque chose qui fait que tu prends de l'information comme ça et tu te dis, oh, je sais pas, les signes, les cartes, les dés.
ont l'air d'aller dans ce sens-là, alors ça me rassure. Ça semble être plutôt ça, alors j'y vais. Ou alors, tu le fais tout à fait en conscience, en raisonnement, par A plus B, en faisant des listes. Tiens, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Mais en tout cas, c'est sûr que tant que t'as pas, à moins que tu lâches prise et que tu laisses les possibilités ouvertes, tant que t'as pas résolu, tu résistes, tu souffres. Tant que t'as pas trouvé effectivement la, t'as pas fait un choix, t'as pas posé quelque chose, tu t'es pas auto-déterminé, on va dire, dans quelque chose, bah, tu peux rester en suspens et sentir que émotionnellement, c'est compliqué. Ça génère effectivement des alertes émotionnelles parce que tu n'as pas encore défini ce qui est vraiment important pour toi, le sens que tu as envie de donner aux choses. Ouais, 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 très bien. Ouais, j'adore. Et c'est ça. Alors pour moi, cette décision et ce conflit, il peut être réglé par quelque chose. Enfin, effectivement, prendre une décision, finalement, c'est simple, mais c'est pas toujours facile. Le processus, il est simple. Là, soit je décide, soit c'est oui, soit c'est non. Là, dans Ah ton bah, des cas, fois, c'est évident et des fois, c'est ouais, pas du tout évident. des Voilà. fois, c'est pas évident. Puis après, c'est pas facile parce que, comme tu viens de le dire, ça vient réactiver des valeurs, d'être rassuré, t'as parlé de lâcher prise. Et ça, c'est aussi souvent hyper important parce que lâcher prise vis-à-vis bah, de son éducation, vis-à-vis de son travail, tu vois, de sa famille. Il y a ce côté, justement, bah, j'aimerais bien qu'on voit sur ce lâcher prise, toi, comment tu travailles ça sur ce lâcher-prise quand tu es avec les personnes? Alors déjà, moi, je reviens au truc simple. Si je lâche prise, c'est que j'ai prise avec quelque chose ou je suis aux prises Ouais. avec quelque chose. Donc, je suis aux prises avec quelque chose. Et si je lâche cette chose, j'ai l'impression que potentiellement, c'est abandonner. C'est laisser faire, c'est laisser être. Quelque chose que je peux pas parce que j'ai besoin de sentir que j'ai du contrôle. Donc je donne une image assez simple. Imagine que tu es sur un arbre et que tu as prise avec cet arbre. Si tu lâches prise, tu tombes. C'est le sentiment que tu peux avoir. D'accord? Ouais. Donc si tu dis à quelqu'un alors qu'il est aux prises avec quelque chose, non mais lâche prise, la personne, intérieurement, elle va dire, mais non, je peux pas. Je peux pas. Là, je vais tomber. Tu vois? Alors, il peut y avoir l'idée de dire, oui, mais si tu as la foi, si tu as la foi, tu sais qu'il y a un filet de soie, un filet transparent, translucide, un filet de soie en arrière-plan, et que si tu lâches l'arbre, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas pas tomber parce que la vie tu fais confiance en la vie, et en fait, elle va éviter que tu te fasses mal et éviter que tu tombes. Et du coup, lâche et tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est en gros, là, c'est vraiment un acte de foi, un acte de confiance, se confier à autre chose de plus grand que soi. D'accord? Donc, confiance en, il peut se passer des choses même si j'ai pas de contrôle. Ouais. D'accord? Alors, Donc, ça, c'est, ce qui est oui, intéressant dans ce que tu dis, c'est le filet de soie, donc la matière, le soie, mais aussi le filet de soie, parce que finalement, ça revient à soi. c'est le filet de soie. Le soie, c'est supérieur. Donc, Ouais, c'est translucide, c'est c'est derrière, ça. c'est une trame de fond qui peut en fait te retenir. Et ton mental, lui, il est accroché à l'arbre en disant, mais si je lâche là, avec mes sens, avec mes mains, si je lâche, je tombe. Tu Ouais, oui. vois? C'est logique. Donc, tu peux pas me demander de lâcher. Je suis obligé de contrôler parce que sinon, je vais tomber. Et oui, mais là, tu souffres, tu crispes, t'es crispé, tu souffres. Et donc, il y a quelque chose qui dit, fais confiance, lâche. Et ouais, mais si je lâche, je risque de tomber. Alors, du coup, il y a une deuxième solution. C'est que ça, c'est la solution que je t'ai donnée là, c'est presque la solution la plus risquée. Parce que la foi, Ouais. c'est le fait de savoir enfin, c'est le fait d'être convaincu que quelque chose va se passer, alors même que tu n'as aucune preuve que ça va se passer. Donc c'est compliqué. Hein, C'est ça. j'ai une autre image pour la foi, c'est de mettre le pied pour monter un escalier ou pour même passer de l'autre côté d'une crevasse, c'est-à-dire qu'il y a une crevasse, tu poses ton pied avant de savoir si quelque chose va apparaître en dessous pour que ton pied puisse poser. Une marche va apparaître ou un truc va apparaître. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'acte de foi, c'est vraiment j'y vais et puis on verra. Bon, c'est pas toujours évident d'en être à ce niveau. Donc l'idée, c'est de prendre prise avec autre chose. C'est-à-dire, je suis sur cet arbre, il y a une liane. D'abord, j'accroche ma main sur la liane. Et une fois que j'ai ma main sur la liane, je peux commencer à lâcher la prise pour aller sur la liane. Et voir si je me balance. Peut-être il y aura une autre liane, mais je ne lâcherai pas celle-ci avant d'avoir pris prise avec l'autre pour pouvoir enfin lâcher celle-ci et pouvoir aller de l'avant. Mais des fois aussi, Ouais. on est aux prises avec deux trucs. C'est-à-dire, j'ai l'arbre d'un côté, j'ai la liane de l'autre, et je ne sais pas
si la liane va tenir. Donc, je reste, tu vois, c'est même plus le contrôle d'un truc, c'est maintenant j'ai deux trucs et je sais plus, oh, putain, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Et là, t'as des gens qui crient, mais lâche, t'inquiète, ça va. Bon. Donc, l'idée de lâcher prise, c'est c'est pas un abandon. C'est pas quelque chose que tu vois, par exemple, si je veux lâcher prise de mes lunettes, c'est pas l'idée de dire, bah, je les laisse tomber. C'est l'idée de dire, je m'ouvre, je relâche les choses, je suis en confiance qu'on peut venir me les prendre, il peut se passer quelque chose, mais je peux revenir sur ma prise derrière, je peux relâcher derrière. Tu vois? Ouais. C'est des Et choses que, mais si on lâche prise, ben, ça ne disparaît pas. Ce qu'on a, l'emprise sur lequel on a, ça ne disparaît pas forcément. non, mais par contre, on peut s'en remettre au fait que, et ça demande aussi un système de croyance, on peut s'en remettre au fait que peut-être que les choses peuvent se régler ou vont se régler par le simple fait qu'on fait confiance dans le fait qu'il va y avoir des solutions qui vont se trouver. Et Mhm. qu'on n'a pas besoin de rester bloqué, focus, contrôle et de tout contrôler par rapport à une situation. Par exemple, euh, mon ado commence à fumer des joints, il fait pas ses devoirs et il sort tard avec ses amis. OK? Et là, tu as quelqu'un qui dit, mais lâche prise. Eh ben non. Bah, qu'est-ce que je dois faire en tant que parent? Tu vois, l'ambivalence interne, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le laisser vivre son expérience d'ado? Est-ce que je dois laisser faire? Si je laisse faire, est-ce que c'est pas de l'abandon? Est-ce que je suis pas en train de le laisser livrer à lui-même Mhm. donc est-ce que je dois mettre du contrôle sur ce qu'il fait? Est-ce que je dois fouiller ses poches pour savoir s'il a de la drogue? Est-ce que je dois le suivre avec son téléphone ou lui demander des horaires précis? Est-ce que je dois mettre du contrôle? Et parfois, le fait de mettre du contrôle va être contre-productif Mhm. parce que plus je le contrôle et moins je suis en train de lui montrer que je lui fais confiance dans le fait de pouvoir trouver sa propre autonomie. Ou est-ce qu'au contraire, je lui donne de la confiance et que je lui dis, bah, écoute, tu fais ton expérience, moi j'ai confiance en toi et je sais que ça c'est passager et que tu vas te remettre au boulot un jour ou l'autre quand tu auras trouvé la motivation et que voilà, et je sais, et donc peut-être on peut trouver un moyen, tu vois, qu'est-ce que tu penses qui est juste, et peut-être, tu vois, il peut y avoir différentes façons de faire. Mais de dire à quelqu'un, bah, lâche totalement prise, c'est pas évident. Et alors que des fois, ce serait ça, des fois, la solution. Ce serait de dire, OK, tu veux faire ça, fais-le. Je m'en fous pas, mais je m'en fous pas, je suis là. Je suis là. Et si demain tu as besoin de moi pour t'aider sur tes devoirs, pour machin, pour voilà. Ah, Et je sais que tu vois, mais c'est pas du tout facile à faire. Et des ouais, fois, ouais, c'est non, peut-être des fois mais la meilleure solution, elle est hors de contrôle de ce qu'on fait. ouais, je comprends et ça me parle beaucoup. Je partagerai peut-être mon expérience personnelle là-dessus, mais derrière tout ça, finalement, moi, dont je me suis aperçu, c'est qu'il se cache des peurs. En fait, Mhm. on est drivé par nos peurs. Voilà, tout ça, on pense contrôler et tout. Finalement, ce sont nos peurs qui nous contrôlent. Et pour moi, ça passe par le travail sur ces émotions, sur ces Mhm. peurs, qui est vraiment important. Alors, je vais partager mon expérience parce qu'elle rejoint la tienne. Moi, mon enfant, il se droguait pas, mais il était en souffrance et il se faisait du mal jusqu'au jour où, ben voilà, on en a discuté, j'ai bien vu, mais j'avais travaillé là-dessus, j'avais fait ce travail sur les peurs et sur dire, ben voilà, je te fais confiance. Et à un moment donné, ben, on était dans la chambre, c'était un petit peu tendu. Et mon enfant, bah, il a fait signe, il a fait un geste comme s'il allait sauter par la fenêtre. D'accord? Mhm. Donc, à ce moment-là, c'est bah, soit tu cours, tu le retiens et voilà, tu lui gueules dessus, tu te laisses dépasser par ta peur et parce que oui, tu as envie, tu aimes ton enfant. Et moi, finalement, j'ai bien senti, j'ai bien vu, j'ai fait un geste pour m'approcher, mais elle a fait marche arrière, on va dire. Et moi, c'est ça, je lui ai dit, ben, OK, je comprends. Moi, j'ai pas envie que tu te suicides, j'ai pas envie que tu sautes par la fenêtre. En même temps, je peux rien y faire parce que je serai pas toujours avec toi. Je peux pas te contrôler, je peux pas être sur toi tout le temps. Tu rentres du collège, tu rentres du lycée, ben, tu veux sauter par la fenêtre, tu sautes par la fenêtre ou par un pont. Je peux rien y faire moi. Mais je suis là, je peux t'accompagner et je peux être présent. Mais
Alors justement, ma question, c'est sur les peurs. C'est ce travail sur les peurs que j'avais fait avant pour pas être dans cette surréaction et Hum. de me jeter ou d'être dominé ou d'être pris dans cette peur et d'avoir ce recul suffisant. Donc toi, comment tu vois les choses? Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a deux grands principes qui s'opposent, c'est la peur et l'amour. Ouais, Et du coup, quand la peur prend le dessus, elle a tendance à diviser, elle a tendance à te faire percevoir des choses qui sont peut-être pas forcément vraies. Et parfois, là, dans le cas de figure dont tu parles, le fait qu'il ait envie de sauter par la fenêtre, c'est peut-être qu'il est arrivé à un point de désarroi ou d'impression de ne pas avoir de sens dans sa vie, ou en tout cas de pas être la bonne personne, enfin bon, peu importe. Mais d'avoir une écoute, d'avoir une confiance, d'avoir un père qui montre plutôt de l'amour que de la peur, ça peut justement lui faire ressentir que là, il est peut-être en train de faire une erreur, de vouloir s'en aller, parce qu'il y a peut-être encore quelque chose quand même de bien à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire euh, une raison de vivre, en fait, d'une certaine façon aussi. C'est-à-dire, bah, en fait, j'ai plus de raison de vivre quand je me sens pas écouté, quand je me sens pas entendu, quand je me sens pas considéré, quand j'ai l'impression que je suis pas la bonne personne, que je suis pas adapté, je suis honteux d'être qui je suis, j'ai l'impression que je trouve pas de sens à ma vie, etc. Mais si j'ai quelqu'un qui m'accueille, si j'ai quelqu'un qui m'aime comme ça, si j'ai quelqu'un qui me dit, ben, t'es dans cette difficulté en ce moment, t'es dans cette souffrance, bah, sache que moi, je te fais confiance, sache que je t'aime, sache que je sais que tu prendras la meilleure décision pour toi. Et je peux pas t'empêcher de prendre la décision que tu as envie de prendre. Mais sache que je suis là. Et sache que je compatis à la difficulté que tu rencontres en tant qu'adolescent ou en tant que personne qui vit à l'épreuve, etc. Et que je suis désolé que tu en sois là, mais voilà. Bah, des fois, ce discours-là, qui est un discours plus empreint d'amour qu'empreint de peur, va avoir plus d'impact, plus de puissance que le fait de dire, mais tu te rends compte, nanana, puis qu'est-ce qu'on va vivre dans la famille si tu fais ça? Et puis, je sais pas quel autre truc tu pourrais dire, mais qui fait que ouais, d'un ouais. coup, t'es fermé sur toi, t'es pas dans le lien. Tu vois, quand on est dans la peur, généralement, on n'est pas dans un lien, on n'est pas dans le lien avec l'autre, on est dans le lien avec nous-mêmes, avec notre propre peur. On veut contrôler la situation pour éviter qu'il se passe un truc qui nous dépasse nous. Mhm. Alors que quand tu es dans l'amour, tu es quand même dans la préoccupation de l'autre et l'autre le sent. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question que tu Si, posais. si, 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 non, je voulais Et, voir et, ton cette, point et, de vue cette, là-dessus. voilà, et cette histoire de peur, euh, c'est pareil, c'est toujours un indicateur de quelque chose de plus grand derrière. Toujours quelque chose de plus. La peur, en fait, derrière se cache la joie, se cache l'amour, se cache des cadeaux, des grandes résolutions, tu vois, des grands trucs internes avec des sentiments positifs. Et souvent, l'idée, c'est de l'écouter parce elle est informatrice de quelque chose, mais c'est pas de se laisser totalement embarquer. En plus, il y a différentes formes de peur, hein. Il y a la peur Oui. réelle, hein, la peur réelle, voilà, vraiment pour de vrai. Il t'arrive, je sais pas, t'as un chien qui te court dessus avec les crocs comme ça et qui te donne l'impression bon, là, t'as peur, c'est normal. J'ai envie de dire, la peur, elle est légitime. Oui. Peut-être que si tu es dans l'amour du chien, tu te mets pas à courir et que tu es dans l'amour du chien, peut-être que ça peut le stopper. Il y a des gens ça peut-être, mais Ouais. bon, l'idée, c'est que là, tu as une peur qui est raisonnée. Après, des fois, il y a quand même des peurs qui sont quand même relativement fantasmatiques. C'est la peur d'avoir peur. Ce C'est, qui dis- est c'est, 90% de nos peurs en règle générale. voilà, voilà, c'est quelque chose qui est projeté, c'est une anticipation, une histoire qu'on se raconte, qui, ça se trouve, n'aura absolument pas lieu, mais on se fait peur avec ce genre de choses. Et après, bah, l'idée, c'est quand on la ressent, cette peur, c'est de la laisser nous donner l'information qu'elle a besoin de nous livrer. Et de ne pas essayer comment on pourrait dire, de la nier ou de dire faut pas avoir peur, mais plutôt l'accepter avec amour. Et quand tu acceptes qu'il y a une peur et que tu l'acceptes avec amour, du coup, elle se dissout la plupart du temps.
Ouais, ouais, non, mais on revient à ce que tu disais, cette observation, cette conscience aussi de mettre que derrière la peur, il y a quelque chose d'autre, qu'il y a un message, il y a quelque chose, et aussi peut-être se concentrer sur ce message, sur cet amour, sur la joie que ça peut apporter derrière. Une fois que tu as dépassé bah, cette peur, je sais pas, moi, comme tu disais, d'entreprendre, de prendre la parole en public ou de faire quelque chose qui pourrait nous amener à grandir, à vivre une nouvelle vie, et ben ça, c'est hyper important. Alors, j'ai une question, toi, quelle est la plus grande peur que tu as dépassée? Ah, putain, il y en a un paquet, hein, parce que Ouais, j'étais quelqu'un, plus jeune, j'étais quand même souvent pétri de peur. Mais j'avais ce truc quand même de me dire tout le temps, enfin de me dire souvent, je peux pas rester avec cette peur, je peux pas rester paralysé par cette peur. Donc effectivement, j'allais trouver des ressources ou des moyens de la dépasser. mais on revient sur la Euh, décision. À un moment donné, tu prends cette décision de dépasser la peur. ouais, ouais, ouais. Alors oui, oui, voilà, c'est ça, c'est de faire face, en fait, tu vois, de faire face. Euh, alors j'ai deux histoires. Il y a une histoire qui est de l'ordre du rêve et une histoire qui est de l'ordre du réel, mais c'est intéressant. Je pense que les deux sont D'accord. intéressants. Allez, vas-y. Euh, bon, une de mes peurs les plus importantes, effectivement, c'était de m'exprimer en public, de faire passer mes messages, de faire, voilà. Parce que la peur de, tiens, est-ce que ce que je raconte va intéresser les gens? Est-ce que je vais savoir bien le faire? Est-ce que je vais être jugé, critiqué, etc., etc. Bon, un jour, j'ai eu une petite vie, un petit exercice, enfin, une grosse expérience introspective dans lequel je te passe tous les détails de ce qui s'est passé avant, ce serait trop long, mais en tout cas, je me retrouve à un moment donné à être sur une scène et effectivement à avoir peur, regarder les gens et voir leur visage un peu critique comme ça, un peu jugeant, en disant mais qui est ce gars qui vient nous faire passer des messages de développement personnel, etc. Tout ça, c'est très sectaire, c'est très voilà, c'est très manipulatoire. Enfin, toi, je craignais ce type de jugement. Ouais. Et en fait, ce qui m'est venu en conscience, c'est mais en fin de compte là, quand tu viens sur scène pour parler, est-ce que tu veux convaincre les gens? Et au fond de moi, je me dis ben non, j'ai pas envie de les convaincre. Je veux juste leur faire part de ce que moi, des éclairages de la, on va dire des compréhensions, des choses, des prises de conscience que j'ai eues, et je leur propose, et ils prennent s'ils veulent prendre, mais s'ils veulent pas prendre. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai une sorte c'est comme si j'avais une lumière à l'intérieur qui cherche à simplement informer les autres de quelque chose, et vous faites avec si vous voulez. Et je me suis dit, mais le problème, c'est qu'ils me voient moi, ils ne voient pas cette lumière. Et donc, ils voient la personne que je suis avec ma tête, avec mon truc, ils peuvent me juger et tout. Mais si je me rends transparent, si je suis juste transparent, ils vont voir cette lumière. Et en fait, quand j'ai imaginé ça dans ma perception, je les ai vus se rendre transparents aussi, eux, et qu'en fait, nos lumières, au niveau du cœur, plutôt, avaient tendance à se connecter du coup, et à se rencontrer en toute écologie. C'est-à-dire, si tu as envie de me rejoindre sur cette idée ou sur ça, si tu penses que ce que je dis là peut avoir un sens pour ta vie ou pour toi, alors c'est cool. Mais je suis pas là pour te convaincre, je suis pas là pour te dire qu'il faut absolument que tu sois autrement que ce que tu es, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti de l'amour. C'est-à-dire que la peur s'est transformée en... Je voyais les sourires s'afficher sur les visages un peu translucides des gens, parce que tout le monde était en translucide. Et il y avait comme un truc, tu vois, qui s'est libéré en mode, mais en fait, quand je vais sur scène, je vais pas sur scène pour avoir l'approbation des gens, pour avoir la validation des gens. J'y vais, ou quand je vais sur scène, ou quand je suis en intervention, même là, par exemple, je viens et je dis ce qui est de l'ordre de ma compréhension, de ma vérité, de ma réalité, Mhm. ma vision du monde. Et peut-être que ça va rejoindre la tienne à un endroit, peut-être que ça va te faire du bien, peut-être que ça va te parler. Et si c'est le cas, alors c'est bien, c'est génial. Si c'est pas le cas et que tu n'es pas d'accord avec moi, c'est aussi bien et génial. Parce que c'est certainement qu'il y a un sens à ça. Et d'ailleurs, si on en discutait, pourquoi on n'est pas d'accord, ça se trouve, on trouverait, personne n'aurait raison, mais on comprendrait les raisons de l'autre. Pourquoi tu vois, c'est pas quelqu'un a raison, c'est on a tous nos raisons. Ouais, Donc, je du vois bien. coup, j'ai dépassé cette peur de prendre la parole en public grâce à ça. Et derrière, bah après, quand je sentais que je devais aller prendre en public quand même, j'avais un peu des peurs, donc je me faisais soit de l'EFT, soit je me ramenais à des expériences de référence dans lesquelles j'avais déjà un peu pris la parole, où ça s'était bien passé, pour aller chercher de l'énergie positive, et je m'auto-préparais mentalement, émotionnellement pour me sentir bien. Et en fait, j'ai fait ça pendant un temps, et maintenant, j'ai presque envie de te dire que la peur s'est transformée en excitation. C'est-à-dire que quand je vais prendre la parole, je suis plutôt excité, je suis plutôt content d'y aller que d'avoir peur. Donc ça s'est vraiment transformé
Alors qu'avant, Ok. j'étais vraiment pas bien, mal à l'aise. J'avais la respiration qui. Enfin, toi, je suffoquais de respiration. J'arrivais pas à animer mes mots. Je perdais mes pensées. C'était le blackout. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, j'adore accompagner les gens sur cette transformation-là parce que c'est. Après, ça permet de libérer, de, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses. Voilà. Donc, ça, c'est un des trucs. Bien après, j'avais un rêve, juste pour Alors, donner l'info. juste, je vais dire juste un mot. Je trouve Oui. que déjà, ça apporte beaucoup à la communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette problématique-là. Donc, ça, c'est hyper important. Je reviens à ce côté de réalité. Et effectivement, moi aussi, et je pense que tu parles de parler en public, mais même quand tu es à deux, moi, j'ai beaucoup souffert pendant longtemps de vouloir convaincre les autres. Tu sais, quand tu parles, tu veux les convaincre et tout ça. Alors, quand tu es dans un discours politique, enfin, dans des échanges politiques ou des trucs comme ça, ou des trucs qui te tiennent à cœur, l'écologie, machin, ouais, tu as vraiment envie de convaincre la personne. Et Mm. finalement, ça ne marche pas parce que justement, l'autre se sent contraint, se sent imposer quelque chose. Et à partir du moment où ben, je suis sorti de ça, finalement de cette peur, parce que je voulais que l'autre m'aime et je voulais que l'autre soit d'accord avec moi, je suis sorti de ça et j'ai juste expliqué ma réalité, proposé ma réalité, ma vision du monde. Et ben, finalement, moi, alors avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça aidait plus les gens et finalement, ça convainquait plus les gens. Mais moi, j'étais beaucoup mieux avec moi-même parce que j'étais plus dans cette confrontation et j'étais juste j'expose, je raconte moi ma réalité. Et ça, c'est hyper Et il y a important. aussi un deuxième truc, c'est tu dis, je voulais que les gens m'aiment. Mais en fait, on se rend pas compte que c'est l'inverse aussi. Ouais, C'est on veut pouvoir continuer d'aimer cette personne si elle adhère à notre idée. tout à fait. Tu vois? C'est-à-dire, moi, d'un coup, ça y est, j'ai un éveil écologique, j'ai envie de trier mes déchets. Alors, du coup, je trouve que c'est bien. Alors, du coup, l'autre, il trie pas ses déchets. D'un coup, je commence à le juger négativement. Et j'ai envie de continuer de garder un bon lien avec lui et que, on puisse fonctionner. Donc, j'ai envie de continuer de l'aimer, mais j'ai envie aussi que lui continue de m'aimer. Donc, j'essaye de le convaincre que finalement, ma nouvelle vision des choses, ma nouvelle façon de voir est plus adéquate que la sienne. Ouais. Et du coup, je donne mes raisons, l'autre donne ses raisons, et en fait, on rentre dans des systèmes de nœuds relationnels avec des affirmations, des trucs, et en fait, on se sent pas écouté. Et c'est vrai que si tu commences déjà par aimer le fait que toi, tu as eu cette prise de conscience, ou que tu as cette compréhension des choses, cette vision, et que ça te suffit déjà pour être bien avec toi-même de savoir que tu as cette vision du monde, que l'autre en a une autre, et peut-être que vous êtes pas, elles se rejoignent pas, les visions, peut-être que vous n'êtes pas en accord, mais que tu respectes le fait que l'autre en ait une autre, bah du coup, effectivement, tu peux quand même l'aimer malgré qu'il en ait une autre, et tu vas sentir que lui, finalement, de façon, sans que tu aies besoin de le convaincre, va plus facilement t'aimer avec le fait que tu en aies une autre. Pourquoi? Parce que tu le respectes. Mhm. Tu le laisses dans sa raison à lui. Et peut-être que toi, pour toi, sa raison n'a pas raison. Mais c'est pas grave. Tu vois? Donc, Ouais, effectivement. je suis parfaitement d'accord. Et c'est vrai que ce fait d'aimer, tu veux être aimé et tu as besoin aussi d'être aimé, ce lien-là, mais il est vachement important et je pense qu'il se joue beaucoup dans les relations justement avec les enfants ou avec les proches, dans les relations comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais cette démarche de juste expliquer, eh bien, une forme de respect, une forme de confiance aussi à ce que l'autre, ben, il entende ce que tu as à dire et qu'il est responsable aussi de sa réalité, de ce qu'il se pense. Et en plus, souvent, c'est pas ce que tu dis qui fait changer les gens, c'est Mm. le modèle que tu incarnes. C'est ça. Donc, même pour cette personne tout à l'heure qui voulait aider les défunts, à un moment donné, elle a compris qu'en fait, c'était pas en voulant à tout prix les aider et à tout prix venir changer l'esprit des gens, etc., en disant on va sauver la planète si on fait ça, ou on va sauver le monde, ou quoi que ce soit, parce que des fois, tu deviens tyrannique. Des fois, on devient un tyran à vouloir imposer une Mm. idée à tout le monde que les autres ne respectent, que les autres ne partagent pas. Et donc, l'idée, c'est effectivement, de comprendre que l'autre est dans sa réalité, dans son monde, et que pour l'instant, il n'a pas encore compris le truc. Mais si toi, tu le fais, si toi, comme pour un Tu enfant. l'incarnes. Imagine, tu dis à un enfant, ouais, ne dispute pas avec ta petite sœur, c'est pas bien de se disputer, et puis c'est pas bien de vouloir à tout prix avoir raison avec elle. Si elle veut ça, machin, tu lui donnes, et puis voilà, c'est toi le grand frère. Nan, nan. Bon. Et puis après, elle va dans la cuisine, son mari lui dit, je sais pas quoi, et elle commence à partir en vrille et à s'engueuler avec son mari. Bah, qu'est-ce qu'il va comprendre, l'enfant? Il va comprendre, il y a ce que maman, elle dit que je dois faire, et puis elle fait tout autre chose. Et en fait, il va plus mimer ce qu'il perçoit, ce qu'il voit, il va modéliser, en fait, par Ouais, rapport à ses neurones miroirs. Donc, ouais, l'idée, c'est l'incarner au maximum
plus que de donner des conseils ou de vouloir convaincre les autres que c'est qu'on a raison dans ce qu'on pense, et puis en fin de compte, faire tout à fait autre chose. C'est pour ça que les politiques, ils ont plus de, il y a pour beaucoup, ont plus de crédibilité aujourd'hui. On voit bien, Mhm. c'est de l'incohérence, l'incongruence. Oui, Mhm. faites attention, l'électricité, faites attention, machin. Et puis, à côté de ça, bah, les gens vont dire, ah oui, mais, et puis il se prend des avions pour partir je sais pas où, et puis il se met toutes les lumières de l'Élysée allumées pour je ne sais quoi, pour recevoir. Enfin, tu vois, et Bah il se dit oui. pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi et à sa propre cohérence personnelle déjà. Ce qui n'est pas facile. Parce que Mhm. c'est plus facile d'essayer de corriger les autres que de se regarder soi et d'essayer de s'auto-corriger soi-même dans les choses sur lesquelles on n'est pas en adéquation, enfin on n'est pas cohérent. Ouais, ouais, merci en tout cas pour tout ça. Ça me parle et je pense que ça parle aussi aux gens. Dites-le nous en commentaire. Mais moi, ça m'a fait repenser là. Hier, on regardait une série avec mon fils et à un moment donné, il y a le père qui crie sur son enfant en lui disant, ben non, mais arrête de crier, arrête de t'énerver, tout ça. Et donc, il y avait des scènes comme ça. Et mon fils, normalement, il dit, mais les parents, ils sont nuls, hein. Parce qu'il a bien compris qu'il n'y avait pas cette congruence. Voilà. Tu vois, Ouais, oui, vas-y. je te donne un truc. Dans les écoles Steiner, ma fille est dans une école Steiner, c'est une école Ouais. pédagogie avec une pédagogie alternative. Quand ils sont tout petits, en fait, au jardin d'enfants, les profs, ils font des activités et ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même monter dans les arbres, machin. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Bon, il y a certaines interdictions dans le cadre tu vois, mais sinon, ils laissent un peu les enfants faire comme ils veulent. Et en fait, ce qu'ils font, les enfants, la plupart du temps, c'est quand ils voient le prof, par exemple, je sais pas, qui prend les chaises et les tables du truc, qui les sort, et puis qui les nettoie ou qui les repeint, etc. Bah, c'est que les enfants, ils viennent et ils font, bah, tu fais quoi? Bah, je peins les tables. Ah bon? Et moi aussi, je peux peindre? Bah, oui, si tu veux. Mm. Bah, hop, alors du coup, bah, tiens, regarde, tu prends cette chaise, tu prends le pinceau, machin, puis il y en a un autre qui arrive et qui dit, ah, bah, moi aussi. Entre faire ça et aller voir les enfants et dire, bon, les enfants, aujourd'hui, on va peindre les tables et les chaises. Donc, vous n'allez pas monter aux arbres, vous n'allez pas jouer à ce que vous aimez d'habitude, hein. Et puis, parce que c'est bien de savoir peindre des tables et des chaises, c'est quand même plus important de savoir faire des choses dans sa vie que de rien faire et jouer en récréation. Enfin, tu vois, Ouais, imagine qu'ils tiennent ouais. ce genre de discours, bah, ça marcherait pas. Ils iraient à contre-cœur, ils n'auraient pas envie de le faire, tu vois. Donc là, ils le font d'eux-mêmes et en fait, la plupart du temps, bah, ils se mettent à aider et ils apprennent par l'exemple, C'est ça. tout Ouais, non, simplement. mais c'est exactement ça. C'est vraiment tout à fait ça. Voilà. Merci, merci pour ce partage. Avec plaisir. Euh, est-ce que toi, tu veux rajouter autre chose? Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, j'ai envie de dire, vos émotions sont vos amis, même si elles sont désagréables, même si vous vivez des états d'être ou des états d'âme désagréables. Après, le problème, c'est que il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, où on peut croire qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. Mais en réalité, le paradis ou l'enfer sont des états d'être, sont des états de conscience, d'agréable ou désagréable. Si je peux vivre l'enfer sur Terre, en fait, parce que m'entretiens dans des états d'être désagréables. Et je m'entretiens dans des états d'être désagréables parce que je me sens impuissant à réagir, à pouvoir changer quelque chose. Et j'ai l'impression d'être victime des circonstances de ma vie, des difficultés. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vivent des tas de difficultés qui nous. Des fois, moi, j'entends des gens en consultation, je me dis, oh là là, mais comment fait-elle pour être encore dans une forme de résilience après tout ça, quoi? Mais souvent, les difficultés permettent de pouvoir. Il y a quelque chose à extraire. C'est-à-dire que toute la merde qu'on reçoit, on peut en faire un terreau. Mhm. Hein, la merde, ça se transforme en terreau pour faire pousser des choses. Donc, on peut construire avec ça. Et l'idée, c'est effectivement que les émotions sont souvent des très bons indicateurs avant que ça passe dans le corps. C'est-à-dire, tant que vous avez peut-être l'idée qu'il faudrait peut-être changer de job, ou alors il faudrait peut-être apprendre telle ou telle chose, ou il faudrait peut-être changer quelque chose dans vos relations, il faudrait peut-être ci, il faudrait peut-être ça. Et en fait, intellectuellement, vous vous le dites, mais l'émotion n'est pas encore assez forte. Puis après, ça devient une émotion très, très désagréable qui persiste. Souvent des engueulades, souvent de la déception, souvent de la trahison, souvent de la tristesse, souvent de ci, souvent de ça. Et en fait, ça, c'est l'indicateur émotionnel qu'il y a des choses qui sont à prendre en considération, chez vous ou chez l'autre, ou les deux. Souvent, c'est les deux. C'est qu'est-ce que je considère pas chez moi, qu'est-ce que je considère pas chez l'autre, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre de se communiquer, de s'exprimer l'un l'autre pour pouvoir arriver à se comprendre, etc. On n'y arrive plus.
Donc, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et le truc, c'est que quand les émotions ne sont pas entendues, on finit par plus les ressentir parce qu'elles sont désagréables. Alors, on les met de côté, on les ressent plus, et ça devient des symptômes physiques. Tu vois, des choses qui deviennent physiologiques. Notre Ouais, corps ouais. n'arrive plus à traiter ça. Donc, il essaye de se détoxiner, il essaye de se libérer par l'expression d'inflammation, de maladies auto-immunes, de cancer, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent apparaître sous la forme comment on dit, Psychosomatique. psychosomatique. Voilà, merci. Euh, donc, les émotions, elles sont vraiment à prendre en considération, à considérer avec intelligence, avec bienveillance, même quand elles sont désagréables, chez soi, chez les autres. Et il peut y avoir de belles transformations qui se font. Vraiment, parce que c'est par l'émotion que la transformation s'opère. Et s'il y a des gens qui s'intéressent à l'alchimie, on se rend compte que le processus alchimique passe par un processus de transformation émotionnelle pour passer du plomb à l'or ou pour passer de la matière à la lumière, selon la vision des choses. Mais donc, c'est un processus, et soit on le subit, soit on arrive à rien faire, on se dit qu'on ne peut rien faire, c'est impossible de changer quoi que ce soit. Et là, on est dans l'erreur, parce qu'on peut toujours changer, c'est toujours possible de changer des choses, de faire des choix différents. Je parlais tout à l'heure, de faire des choix, de poser des choses en bonne intelligence avec son système émotionnel. Donc, si vous ne savez pas le faire vous-même, apprenez à le faire et allez voir des gens comme Olivier, Ou comme toi, qui ouais, ou juste, comme moi, mais qui, justement. qui, qui peuvent, qui peuvent vous aider à mettre de la clarté et peut-être à aller vous débarrasser de ça parce que des fois, il y a des gens, moi je les ai, ça fait des mois ou des années qui se trimballent un système Mhm. qui est devenu presque d'ailleurs même presque un trait de caractère, un trait de personnalité. Ça s'inscrit dans leurs cellules. Leur corps leur réclame d'être comme ça. Ils se sont mis en colère pour une injustice il y a 30 ans et ils sont devenus des colériques à vouloir faire les justiciers dans tous les sens, à outrance, tu vois, même en mode tyrannique, parce que ça a pris de l'ampleur et que tout leur corps leur réclame en permanence de se nourrir de ce type d'émotions et de sentiments. Et il suffit d'aller des fois transformer un truc un peu profond, d'aller reconnecter à cette base pour que d'un coup, il y a une paix qui s'installe, un truc, et que la personne elle se dise, mais dans quoi j'étais pendant tout ce temps? J'ai gâché des relations, j'ai gâché mon job, j'ai gâché ma vie de famille, j'ai gâché parce que j'ai senti une injustice quand j'avais 15 ans avec mes parents ou parce que j'ai senti, tu vois. Mhm. Donc c'est dommage de pas faire de démarche pour se libérer de l'emprise quand on n'a pas de maîtrise, on est sous emprise. Voilà, donc l'idée, c'est de mettre de la maîtrise sur ses émotions. Et super. Ben justement, les gens qui veulent faire cette transformation, maîtrise, cette reprogrammation de vie, comment ils font pour te trouver? Comment ils peuvent prendre rendez-vous avec toi? Alors, déjà, il y a mon site internet qui s'appelle Andreu Guillaume Institut. Andreu Guillaume Institut. Andreu, A-N-D-R-E-U-X, Guillaume Je Institut. mettrai le Voilà. lien .fr. en dessous. Donc, bon, c'est un site qui est en train d'être fait, il n'est pas fini, mais comme ça, au moins, il me trouve. Il y a Facebook avec le même nom, Guillaume Andreu. Il y a une Ouais. chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà de vidéos, de contenu, de choses qu'ils peuvent aller voir. Sinon, je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur TikTok. Mais là, dernièrement, je publie pas mal de réels, de choses comme ça sur ces sujets. Pas D'accord. forcément précisément les émotions, mais comment Ouais, créer ouais. sa réalité, la perception interne, etc., etc. Donc voilà, donc il y a plein de moyens. Ouais, ouais, bien Il y sûr. a plein de moyens de me Allez, trouver. Sinon, ils tapent dans Google Guillaume Andreu, puis vous allez tomber sur ma oui, fiche. Et, d'accord. euh, et puis voilà. D'accord. Ben, allez voir Guillaume Andreu, allez voir ce qu'il fait, c'est super. Moi, Alors, j'ai vraiment. juste pour Ouais. info, je fais de l'accompagnement individuel, en séance tête à tête sur la plupart du temps, j'accompagne plutôt des gens qui sont dans une problématique professionnelle, de voix, de faire évoluer leur business, de leur développement d'activité, etc. Mais ça peut être aussi de la formation, parce que j'enseigne la PNL, et là, je mets en place aussi des modules de formation, et voire des fois de l'intervention en entreprise avec de la cohésion, de la motivation, de la cohésion d'équipe en entreprise. Donc, tu vois, il y a plusieurs axes. Ouais, ouais, comme j'ai dit au départ, tu étais aussi formateur et c'est ça qui est chouette. Et tu as cette pédagogie aussi qui est super et que moi j'apprécie. Et ben, en tout cas, merci à toi, Olivier, pour ton On va faire invitation. un dernier exercice. J'aime bien conclure ça. Je ne sais pas si tu connais la boîte à questions sur Canal+.
Alors, vas-y, vas-y. Moi, je connais Donc, pas, je le vais pas. principe, c'est que moi, je vais me taire, je vais disparaître, et puis je vais t'envoyer des questions, tu lis les questions et tu réponds aux questions. Ok, ok, allez, OK? c'est parti. 3 mots pour te décrire. Déconneur, sage, euh, comment on pourrait dire, accompagnement, accompagnant. Bah, c'est déterminer, c'est s'auto-déterminer et déterminer ce qu'on a envie de faire dans ce monde ici-bas, se donner une raison d'être, se trouver une mission, euh, en fonction d'un système de valeurs, donc être en adéquation avec ses aspirations profondes, son système de valeurs, toi, on va dire trouver une forme de cohérence et d'alignement et de réaliser ce qui est important pour nous. Et ça nous permet de nous réaliser psycho-spirituellement, on va dire. Alors, ma plus grosse honte, euh, je pense que c'est quand j'étais gamin et que je me retrouvais à pas à dire quelque chose qui était faux, euh, tu vois, avoir une croyance sur quelque chose ou à dire à tenir un discours et en fait de me rendre compte que j'ai eu que j'avais faux, que j'avais eu tort derrière. C'était très honteux de pas savoir. Et donc des fois par rapport aux grands qui savaient des trucs que moi je savais pas, voilà, c'est je pense que des fois ça peut être ce truc de d'être convaincu de quelque chose et d'essayer de convaincre les autres, tu vois, un peu avec de l'arrogance, de l'orgueil égotique, et en fait de se rendre compte qu'en fait, tu avais tort. Et ça, des fois, ça peut rendre un petit peu honteux. Première chose que je me dis le matin, comment je me sens? Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Euh, les incohérences, je pense, chez les gens. Quand il y a les gens voilà, partent dans des trucs qui en fait font eux-mêmes. Enfin, tu vois, critiquent et en fait, tu vois qu'ils le font eux-mêmes et du coup, des fois, je me dis, mais voilà, ça peut m'énerver, ouais. Mais je le fais moi-même entre nous, hein. Donc, je m'énerve moi-même des fois. L'aliment auquel je ne peux pas résister, je pense que c'est le sucre d'une façon ou d'une autre. Voler, c'est d'être le plus moi-même possible et d'aider les autres à être le plus eux-mêmes possible en étant dans une forme de sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas l'idée d'être le meilleur, voilà, c'est juste l'idée de se sentir bien dans sa peau, plutôt en paix avec soi et bien dans sa vie. Oui, il y a 10 choses pour vivre dans la joie. Euh, Bah déjà, oui, s'accueillir, euh, s'accepter, euh, savoir pardonner, donc prendre sa part et donner la part aux autres, et donc savoir aussi, voilà, pardonner, euh, changer changer son focus sur toutes ces dramas stories qu'on se raconte et toutes ces peines qu'on surajoute les unes aux autres et qui nous mettent dans un état d'être désagréable pour plutôt regarder du côté des choses positives et ce qu'on peut recréer à partir de maintenant. Voilà, l'idée c'est ça, recréer à partir de maintenant. Euh, le fait de faire de l'exercice, du sport, de physiquement se mettre en mouvement et dans quelque chose, avec quelque chose qui nous fait du bien, qui nous plaît. Euh, euh, Bien gagner de l'argent, confortablement, ça peut aussi donner de la joie. Partager des moments d'amitié, d'amour, voilà. Là, je sais plus combien j'en suis. 7. Rire, l'humour, l'autodérision, la dérision, se lâcher la grappe en fait avec la bien-pensance, la moralisation et des fois savoir aussi se marrer et faire les cons, le côté déconneur. Euh,
faire ce qu'on aime, oser, avoir l'audace de faire des choses en fonction de soi et pas que toujours se mettre la pression avec ça. Ça gâche pas mal la joie, les autres, hein, la vie des autres et le point de vue, voilà, vouloir à tout prix plaire aux autres. 9, 10, euh, reconnecter à sa source, à sa source de vie profonde, à sa dimension plus spirituelle. Ça mène beaucoup de légèreté et ça rend joyeux. C'est plutôt du rire. C'est plutôt de l'envie de faire le con. C'est une énergie qui monte. Tu vois, c'est moi le joyeux, c'est ça. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour avoir participé à ce petit exercice que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est super intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation à parler de toi, à parler des émotions. Moi, c'est vraiment toujours un plaisir. J'espère que la communauté a appris des choses et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez, likez la vidéo, bien évidemment. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Et ben, en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. Et j'espère que effectivement, ça donnera un peu du sens ou ça permettra aux gens de comprendre des choses. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, d'expliquer. J'adore. Et puis que ça transformera aussi, parce que c'est ça qui compte aussi, c'est que ça transforme un peu la façon d'être, la façon de ressentir. Donc ça, on est intéressé de savoir s'il y a des commentaires, de savoir comment les gens ont reçu tout ça. Et merci à toi, Olivier, pour ton invitation. Merci beaucoup, merci Guillaume. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté. Et puis, comme je vous le dis, une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors, n'oubliez pas de rêver. Salut! Salut.